Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant au sens propre comme figuré, celui de la flambée des prix que l'on peut qualifier d'inflation pour certains, à laquelle est confronté le Maroc actuellement. Il y est confronté tout azimut, personne n'est épargné, autant le gouvernement par rapport aux équilibres budgétaires que les petits épargnants qui verront leur épargne grignotée par la flambée des prix, que le système bancaire lui-même qui va se retrouver dans un schéma très particulier, celui des taux négatifs. On va également aborder la décision de Banque al-Maghreb de maintenir les taux directeurs inchangés et quel impact cela aura sur l'économie marocaine et qu'est-ce qui se cache derrière la décision de ne pas toucher aux taux directeurs. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Zakaria Firano qui a la qualité d'allier l'aspect pratique et théorique puisqu'il a été chercheur au département de recherche de Banque al-Maghreb pendant une longue période, mais il est également un enseignant à la faculté et à l'université Mohamed V de l'Agdal, et donc il a la capacité de conjuguer la dimension académique avec la dimension pratique. Donc on vous retrouve immédiatement après le générique. Zakaria Firano, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors malheureusement, vu vos engagements, vous n'avez pas pu être là avec nous dans les locaux de FNH, mais c'est ce que vous comptez dire qui nous intéresse davantage que voilà, une simple présence physique, car vous êtes quelqu'un de très particulier, puisque vous avez été à cheval entre Banque al-Maghreb en tant que tel, vous avez été chercheur et membre du département recherche de Banque al-Maghreb pendant 7 années, donc vous connaissez les rouages de l'intérieur, le process de prise de décision, mais vous êtes également enseignant, aujourd'hui chercheur, à l'université Mohamed V de l'Agdal. Donc vous avez l'avantage d'allier une compréhension académique de toutes les questions monétaires, mais également une compréhension pratique et opérationnelle. Alors, ma première question, quelle est votre réaction par rapport à la décision prise par Banque al-Maghreb hier de maintenir le taux directeur inchangé à 1,5? Êtes-vous soulagé ou déçu? Il y a des deux. Effectivement, bon, premièrement, je sais que vous avez également la réponse parce que vous êtes économiste de par votre formation, mais je reviens sur la question de façon plus en détail. C'est-à-dire, si je prends la politique monétaire orthodoxe de la Banque centrale, je dirais la politique keynésienne, je vais dire que le fait que la Banque centrale a prévu pour l'année 2023 un taux d'inflation qui sera aux alentours de 2% ou 2,3%, donc c'est un peu les prévisions qui sont articulées à travers le fin chart de la Banque centrale. Donc automatiquement, je vois que la Banque centrale a prévu qu'il n'y a pas de tensions inflationnistes qui vont s'installer sur l'horizon de sa prévision, ça veut dire 1 an et demi. Et donc cela impliquait qu'il y a, bon, je dirais de façon pragmatique, à travers la décision qui a été faite par le Conseil de la Banque centrale, c'est qu'il n'y a pas une nécessité de modifier l'autodirecteur si, par exemple, les perspectives d'inflation ne sont pas très alarmantes. Maintenant, ce qui dérange dans la décision, c'est que nous sommes dans une situation inflationniste. C'est-à-dire l'année 2022, c'est une année qui va clôturer, selon les prévisions de Banque al-Maghreb, à 5,3. Et je pense, d'un point de vue un peu personnel, c'est un taux qui est minimaliste. Moi, je pense que, vu les tensions qui sont sur les marchés et vu un peu ce qui se passe surtout sur le marché énergétique, et surtout par rapport à la baisse des investissements dans l'extraction du pétrole, etc., sur aussi en termes d'investissement sur le long terme en la matière, et aussi la tension qui existe sur un peu la demande par rapport à ces produits-là. Donc, je pense que 5,3, ça sera un peu très minimaliste, c'est-à-dire on serait très optimiste si on finit l'année 2022 avec la prévision qui a été mise en place par la Banque centrale. Donc là, bon, les économistes et aussi parfois aussi des organismes comme Fitch, etc., qui ont prévu que la Banque centrale allait augmenter au minimum avec 25 points de base, mais le Conseil a décidé de ne pas le faire. Hein, je dirais pour plusieurs raisons. On peut rentrer dans les détails pourquoi ça a été pris comme ça. Alors, Bon, globalement, votre sentiment est un peu mitigé. Mais après, il faut prendre les chiffres de Banque al-Maghreb avec des pincettes. C'est qu'effectivement, vous évoquez le fait que l'on parle de 5,3%, je crois, d'inflation pour 2022. Effectivement, déjà, la méthode de calcul de l'inflation peut être discutée. La classe moyenne ne vit pas l'inflation de la même manière que les classes aisées ou que les classes les plus pauvres. Et que si on devait développer des indices incorporant des pondérations différentes en fonction de chaque classe, peut-être qu'au niveau des classes les plus pauvres, celle confrontée à l'augmentation des prix des produits de première nécessité, peut-être qu'elle sera de 10 et pas de 5,3. Mais le problème réside dans l'année 2023, c'est-à-dire comment Banque al-Maghreb peut, par quel scénario, par quelle simulation peut-elle
affirmer qu'on aura probablement une inflation de 2,3, sachant que la question est extrêmement complexe, qu'elle dépend d'une multitude de facteurs. Il y a le conflit russo-ukrainien, il y a les politiques des taux menées par la Fed d'une augmentation graduelle et celle de la BCE qui pour l'instant refuse de suivre la Fed. Donc il y a une pluralité de facteurs qui font qu'on n'en sait rien, que vaut mieux ne pas avancer de chiffres plutôt que de s'avancer à dire 2,3 alors que peut-être on aura 7. Il y a beaucoup de modèles qui sont utilisés pour pouvoir prévoir l'inflation. Et donc là, on ne va pas discuter un peu sur le plan technique. Est-ce que ces modèles permettent vraiment de prévoir l'inflation de façon correcte ou non? Donc c'est un débat, je dirais, plutôt de techniciens et aussi de modélisateurs en termes de macroéconomique. Mais je reviendrai simplement sur l'idée que 2,3, ça a été la prévision qui a été articulée par la Banque mondiale et aussi par le FMI. C'est-à-dire en 2023, c'est ce qui a été prévu par les organismes internationaux. Et donc moi, je crois que la Banque centrale s'est alignée sur un peu les perspectives qui sont avancées par la Banque mondiale et par le Fonds monétaire international. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ces prévisions-là? Je pense que vu l'incertitude accrue sur les marchés et vu ce qu'on vit aujourd'hui en matière, je dirais aussi d'euphorie par rapport au prix, effectivement, on n'est pas tout à fait convaincu qu'on va revenir à la tendance de long terme de l'inflation. Parce qu'on sait que 2%, c'est notre moyenne de long terme de l'inflation sur les 25 années qui sont passées. Et donc là, attention, nous, on aimerait qu'on revienne à 2%. On aimerait qu'il n'y ait pas de tension inflationniste. On aimerait que le pouvoir d'achat soit maintenu à travers, je dirais, les perspectives futures. Mais apparemment, je pense que tous les indicateurs avant-coureurs, ils indiquent en fait qu'il y aura des tensions sur les 2023 et les 2024. Ça veut dire que l'inflation, elle va s'installer. Et là, je reviens dans les propos de Blanchard, même si je ne partage pas beaucoup, mais Blanchard avait aussi parlé on s'installera dans 3 à 5 ans d'inflation sur toute la planète. Et le scénario américain, on le voit. C'est-à-dire aujourd'hui, aux États-Unis, les prix ont augmenté de façon très massive. Il y avait une réaction de la Banque centrale à 2 reprises sur une dimension de 2 mois à peu près, moins de 2 mois. Il a augmenté de 50 points de base, 75 points de base. Et ça décrit un peu où est-ce qu'on est en train d'aller. Ça veut dire qu'on est en train d'aller dans une situation hyper, je dirais pas hyper inflationniste, mais je dirais on est entré dans des années inflationnistes très importantes. Maintenant, D'autant plus que, si vous permettez, d'autant plus que dans le cas des États-Unis, autant que dans le cas de l'Union européenne, on a eu quand même plusieurs années de politique d'assouplissement quantitatif ou de politique monétaire expansionniste. Quand on voit le bilan des banques centrales, c'est horrible, celui de la Fed ou de la BCE. Et donc là, ce n'est pas en augmentant de 50 points de base, ou etc., que l'on va résorber toute cette manne et toute cette liquidité qui, pendant très longtemps, était cantonnée au niveau des marchés financiers, qui était inflatée, était en quasi-lévitation, mais qui aujourd'hui commence à investir l'économie réelle, notamment par des mouvements spéculatifs sur le prix du pétrole, du gaz, parce que la montée du prix du pétrole a commencé en décembre, bien avant la guerre russo-ukrainienne, qui a été qu'un simple catalyseur. Donc c'est plein d'éléments qui démontrent que ça ne peut que s'inscrire dans la durée, et qu'une hausse trop rapide du taux directeur pourrait provoquer un crash financier dans le cas des États-Unis. oui, très bien, mais aussi, moi je prends, bon, j'essaie un peu de ne pas comparer le Maroc avec les Non, je ne États-Unis. compare pas. Pourquoi? J'analyse Parce la que variable exogène pour démontrer qu'elle est dans la durée. Ce n'est pas un truc qui va durer uniquement une année. voilà, premièrement, on ne peut pas faire les mêmes politiques monétaires parce que les États-Unis et la BCE, ce sont des grandes économies, ce qu'on appelle ce sont des grandes économies. Nous sommes une small scale economics. Ça veut dire que nous sommes une économie très petite et n'a pas d'influence un peu sur les marchés internationaux. Par contre, les États-Unis, ils peuvent se permettre de faire de l'assouplissement quantitatif qui est stérile, hein, qui ne produit pas d'inflation. La BCE peut se permettre la même chose. En augmentant leur bilan, ils ne provoquent pas d'inflation. Bah, c'est le cas maintenant. Ça provoque de l'inflation maintenant. On le voit bien. Oui, ça provoque de l'inflation, mais moi je parlais un peu de la tendance. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, donc on est à peu près à plus que 14 ans, donc automatiquement, 2009 si je parle exactement, ça n'a pas provoqué de l'inflation. Aujourd'hui, on vit de l'inflation parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui se sont conjugués au niveau international, oui, mais on ne peut pas calquer la politique monétaire de la BCE, de la Fédérale Réserve, sur la politique monétaire du Maroc parce qu'on est une très petite économie et nous avons d'autres problèmes qui sont un peu spécifiques par rapport aux problèmes que vivent ces économies-là. Maintenant, si je reviens à la décision de 1,5, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Je parle aujourd'hui, il faut voir que le taux d'intérêt réel au Maroc il est négatif. Et ça, c'est un Oui. phénomène qui est très important à voir. Si je prends la courbe des taux au Maroc, on est à peu près, si je prends les bons du Trésor à 52 semaines, on est à 1,7%. Et nous avons une inflation qui est maintenant de 5. Donc un taux Ça d'intérêt permet réel. d'alléger, ça permet d'alléger la dette publique Ah intérieure. oui, bien effectivement, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc Au nous sommes, moins, il y a un voilà, côté positif. voilà. Mais donc maintenant, si le taux d'intérêt augmente, vous allez avoir une dilatation de la courbe des taux. Et donc ça va provoquer une certaine dévaluation des prix des actifs.
Et vous savez très très bien que la plupart de l'épargne publique marocaine, elle est sur les banques de trésor et sur le marché je dirais, sur le marché d'épargne publique. Et donc, automatiquement, donc, tout changement du taux directeur, ça aura des conséquences sur la courbe des taux et aussi sur l'épargne publique. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été pris en compte, je pense, de façon implicite dans le jugement de la Banque centrale, c'est au niveau de la croissance. On prévoit une croissance de 1%, et donc cette croissance de 1%, si vous augmentez le taux directeur, vous allez encore empirer la situation. Nous avons un taux de croissance de 1%, augmenter le taux d'intérêt, je ne sais pas, est-ce que ça va ramener vers 0,2, 0,5, et donc ça va un peu réduire ce qu'on appelle l'output gap. Et en fait, il n'y aura plus, je dirais, un stimulant à travers l'offre, sachant que nous, l'économie marocaine, elle se base globalement sur la demande interne. Donc, si vous n'avez pas de l'offre, donc la croissance va rester en berne, elle va encore empirer sur l'année 2022 et 2023. Maintenant, il y a aussi un autre facteur très important, on oublie ça, c'est qu'il y a toujours un jeu entre le taux d'intérêt et le taux de change. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que si la Banque centrale augmente le taux d'intérêt, donc ça va vraiment avoir un impact direct sur la dévaluation du dirham. Et donc ça va empirer la dette publique à l'international et aussi ça va affaiblir la position, je dirais, du Maroc s'il veut sortir à l'international. Et donc, n'en parlons pas des intérêts qui vont encore avoir un effet très important, surtout que la Fédérale Réserve va augmenter ses taux d'intérêt. Donc là, je pense qu'il y a d'autres, il y a pas uniquement que le facteur inflation qui est en jeu, il y a d'autres facteurs qui sont liés aux autres objectifs qui sont définis par Caldor, que vous connaissez, hein, qui sont en jeu. Également, il ne faut pas l'oublier également, je vais le dire, hein, c'est que le taux de chômage aussi, il est très alarmant au Maroc. Et surtout le taux de chômage des jeunes. Donc, je pense, les jeunes diplômés, on a frôlé les 40%. Et donc, le taux de chômage commence à devenir inquiétant. Donc, rajouter, je dirais, la cerise au gâteau en augmentant l'autodirecteur, ça va empirer encore la chose que ça va la guérir. Mais je dirais aussi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je suis mitigé par rapport à la décision, c'est que ne pas augmenter l'autodirecteur, si l'inflation ne flambe pas pendant 2023, ça aurait été une très bonne décision. Maintenant, si l'inflation s'installe pendant 2 ans, 3 ans, je pense qu'on va partir dans un scénario un peu plus délicat, surtout en matière de pouvoir d'achat. Alors, il y a une double problème. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la Fed, ce n'est pas pour comparer au Maroc, mais pour dire qu'on ne peut pas, pendant des années, mener une politique monétaire expansionniste de manière avec une impunité totale. À un certain moment, il faut passer à la caisse et il faut payer. Le seul problème, c'est que pendant des années, toutes ces liquidités, ces milliers de milliards d'euros et de dollars, allaient alimenter les dettes souveraines. On voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens, je ne parle même pas des États-Unis, c'est une dette astronomique. Même la France, on est autour de 130, je crois, l'Italie, la plupart de ces pays-là, parce qu'effectivement les taux étaient faibles, parce qu'il y avait une surliquidité sur le marché de la dette, mais également au niveau des marchés financiers, qu'aujourd'hui c'est le tour de l'économie réelle d'être touchée par cette création monétaire totalement folle et irresponsable, dont la seule finalité était d'éviter un crash bancaire, mais il y avait d'autres moyens peut-être que d'inonder le marché et de déprécier l'euro et le dollar. Bon, aujourd'hui le dollar s'apprécie pour d'autres raisons, mais c'est un autre débat. Alors revenons au Maroc. Effectivement, Banque Maghreb a pris une décision qui est mitigée. Alors pour ma part, je suis soulagé parce qu'effectivement, l'augmenter dans le contexte actuel n'allait pas juguler l'inflation parce qu'elle est principalement importée. Donc ce n'est pas un problème d'inflation monétaire endogène qui est trop d'argent ou une masse monétaire supérieure à la croissance du PIB, mais on l'importe principalement. Et donc si Banque Maghreb avait augmenté le taux directeur, ça aurait juste tué davantage la demande. Donc effectivement, en étouffant la demande, à un certain moment, il y a moins de consommation. Mais ça ne règle pas le problème de l'inflation. Donc quelle est la part de l'inflation importée à travers les produits énergétiques et les matières premières, de la part peut-être qui n'existe même pas, mais de la part endogène d'inflation au Maroc? Très bien. Bon, apparemment, donc, il n'y a pas un travail officiel qui a été fait par la Banque centrale sur ce qu'on appelle les prix échangeables, les prix non échangeables. Et donc, je pense que vous parlez de ça en parlant un Oui. peu de l'inflation importée. Mais les travaux que je connais qui sont faits par des chercheurs, qui sont réalisés par des chercheurs, ils indiquent simplement que nous avons 90-10%. Donc, les prix échangeables, ça représente un peu dans la structure de l'économie 90% et les prix non échangeables, ça représente 10%. Donc, ce qui veut dire simplement, bon, pour le simple citoyen, c'est que la plupart de la structure des prix au Maroc, ça vient de l'étranger. Et donc, ça vient principalement de l'Europe. Donc, ça veut dire la plupart des produits que nous produisons, que nous consommons, ça vient de l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire que Sauf la facture énergétique qui est en dollars. voilà, voilà. Bon, on va revenir au panier de devises, hein, comme vous l'avez indiqué, ça veut dire que le panier de devises dépend des États-Unis ou des de l'Union européenne. Mais à chaque fois que nous avons la BCE où on trouve que l'inflation s'y installe, ça veut dire que les prix augmentent parce que ce sont les premiers partenaires avec nous, donc automatiquement nous aurons de l'inflation qui s'installe aussi au Maroc. Mais
Ce phénomène-là n'est pas un phénomène uniquement dû à 2022. L'inflation importée, c'était toujours comme ça. Ça veut dire à chaque fois que la Banque centrale gérait de l'inflation, il gérait de l'inflation qui était importée. Donc à chaque fois qu'on a modifié l'autodirecteur, c'était pour gérer un peu une situation, que ce soit de croissance ou d'inflation, mais l'inflation a toujours été importée au Maroc. Parce que Mais je ne vois pas par quel mécanisme magique le fait de jouer avec l'autodirecteur permettrait de combattre une inflation importée, c'est-à-dire qui est née dans un autre contexte et qui ne dépend pas de la masse monétaire ni de la vitesse de circulation de la monnaie. voilà, je décris ça simplement, c'est à travers ces canaux de transmission. Ça veut dire, si les banques, on sait très bien aujourd'hui qu'il faut revenir à ce qu'on appelle les facteurs autonomes de liquidité bancaire. Donc, les facteurs autonomes de liquidité bancaire, c'est ce qui décrit la liquidité chez les banques. La Banque centrale, en modifiant le taux directeur, elle peut jouer sur ça. Et donc, elle peut jouer sur la capacité des banques à donner des crédits. Elle peut jouer aussi sur le taux débiteur et le taux créditeur. Et ça peut avoir un impact sur l'investissement lui-même. Sachant que, Oui, par voilà, rapport à certains secteurs, mais par exemple, si le baril du pétrole passe de 100 dollars à 140 dollars, que vous augmentiez le taux directeur ou pas, le prix à la pompe va être le même. Mais le taux directeur voilà. aura l'impact suivant, c'est qu'il y a moins de gens qui auront à la pompe à essence, mais le prix ne va pas bouger. Mais attendez, lorsqu'on parle maintenant de politique monétaire, la politique monétaire n'est pas la solution miracle. C'est pas une On est solution. d'accord. Moi, le but est d'aboutir à Voilà, cela, c'est de dire que voilà. voilà, elle ne peut pas faire Donc, grand-chose. vous savez qu'en termes de politique conjoncturelle, ça veut dire les politiques de stabilisation, il n'y a pas que la politique monétaire. Il y a un rôle à jouer par la politique budgétaire, il y a un rôle à jouer par la politique d'échange et de change, il y a aussi la politique des prix. Et donc, la politique monétaire n'est qu'une partie de ce qu'on appelle les politiques de stabilisation. Donc, on ne peut pas demander à la Banque centrale de gérer le prix du pétrole. Donc, ça n'a Donc aucun là, sens. le taux directeur ne sert à rien de le toucher, de l'augmenter. Euh, Par rapport au prix du ah, pétrole, je ne vois pas en quoi. oui, Donc, mais vaut mieux ne rien faire comme il a fait hier. bon, j'ai dit ne rien faire, ça veut dire que vous considérez que l'inflation, elle sera de façon spontanée uniquement pour 2022. Non, Maintenant, moi je pars de l'idée que voilà. même si elle dure pendant 10 ans, c'est pas en augmentant le taux directeur qu'on va agir sur le prix à la pompe pour le gasoil ou l'essence. Là, c'est c'est exogène. Mais C'est- l'inflation, mais l'inflation, elle est normalement, vous avez parlé de ça au début, c'est que l'inflation, elle est calculée à travers un panier de biens qui sont Oui. consommés. Et donc ce panier, il dépasse 400 produits. Certainement, ce que vous avez dit est vrai, c'est que ce n'est pas tous les produits qui augmentent. Ça veut dire qu'il n'y a que quelques produits qui augmentent par rapport à tout le panier. Je pense qu'il y a 438 produits qui décrivent un peu l'indice des prix à la consommation. Mais la plupart des prix, si vous regardez un peu la structure des prix dans l'économie, la plupart des prix, ils ont augmenté. Ça veut dire, je parle ici des prix fruits et légumes, je parle des biens de première nécessité. Il n'y a pas uniquement que le prix du gasoil. Et donc là, ça va un peu, le changement de la structure des prix, ça va changer la structure de la demande interne, ça va changer la structure aussi de la production ou de l'offre. Et donc là, la Banque centrale a l'obligation de réagir. Mais maintenant, est-ce que la Banque centrale va réagir par rapport à ce qu'elle voit existant aujourd'hui ou elle va réagir par rapport à l'expectation, ça veut dire ce qu'elle espère. Maintenant, moi, lorsque je vois les statistiques de la Banque centrale, elle déclare qu'en 2023, il n'y aura pas d'inflation, il n'y aura que 2%. Et donc, c'est légitime qu'elle ne va pas modifier le taux directeur. Ou Maintenant, peut-être c'est une manière diplomatique de gérer la chose et de justifier le non-changement du taux directeur en disant au fait on n'a pas changé parce qu'on s'attend alors qu'au fait ils savent très bien que peut-être que l'inflation ne va pas diminuer. voilà, maintenant, ça, c'est un autre débat. Ça veut dire Mais de comment. jeter la balle dans le camp du gouvernement plutôt. Bon, la balle est maintenant, chez le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, le fait que, en termes d'économie, hein, vous savez très bien que tout l'objectif de l'économie, c'est quoi? C'est le bien-être. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un bien-être dans l'économie. C'est ça l'objectif ultime. Donc, automatiquement, aujourd'hui, la situation, elle est un peu délicate parce que nous avons de l'inflation, nous avons une régression du pouvoir d'achat. Vous regardez un peu le prix du baril, regardez le prix à la pompe, regardez ce qui se passe dans les marchés. Donc, vous allez voir que le pouvoir d'achat, il est en train de se détériorer par rapport aux revenus des ménages au Maroc ou par rapport au revenu moyen qui est ce qu'on sait, hein, les 500 euros en moyenne du revenu des ménages au Maroc. Et donc là, bon, je vois que normalement, si la politique monétaire a jugé qu'il ne fallait pas réagir, que la meilleure solution, je dirais, en termes d'avantage coût et bénéfice, elle a trouvé que maintenir le taux directeur, ça va permettre une meilleure, je dirais, une meilleure gestation de la situation actuelle. Donc il y a d'autres politiques qui doivent réagir. Et moi, ici, je pense que la balle est chez la politique budgétaire. Et donc c'est elle qui devra prendre un peu la responsabilité de ce qui se passe en termes d'inflation existante aujourd'hui. OK, mais pour la Banque Ouais. centrale, si je prends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de façon pragmatique, de façon orthodoxe, la Banque centrale juge qu'il n'y a pas d'inflation dans le futur. Ça veut dire, dans ces perspectives de 1 an et demi, il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas nécessité de modifier le taux directeur. D'accord, alors maintenant il y a une double problématique qui découle du non-changement du taux directeur.
Effectivement, pour le système bancaire, ça va être problématique, car s'ils maintiennent les mêmes taux, par exemple aujourd'hui le taux effectif global pour acquérir un bien immobilier sur 20 ans est de 4,3-4,4% auprès de n'importe quelle banque marocaine, ça va être à peu près la moyenne. Mais avec une inflation de 5,6%, on est dans le taux négatif, c'est-à-dire que les banques vont prêter à perte si elles n'augmentent pas leur taux. Or, le problème, le taux directeur n'ayant pas bougé, alors soit les banques vont connaître une forme de distorsion par rapport au taux directeur en augmentant leur marge et en atteignant des taux de 5 ou 5,2%. Donc ça va être un peu problématique du point de vue de Banque Maghreb. Ou bien elles vont être plus rigoureuses dans les critères de sélection d'octroi de crédit, et ce qui va contracter la création de crédit de toute manière et que ça aura l'effet peut-être d'une augmentation d'un taux directeur sans qu'il y ait eu une augmentation du taux directeur. Donc quid des banques marocaines? Comment vont-elles réagir et quel va être leur comportement par rapport au crédit? Bon, on peut pas savoir est-ce qu'il y aura un rationnement de crédit, ce que vous voulez dire par ça, c'est un rationnement de Oui. crédit ou un crédit cash. On ne peut pas savoir est-ce que ça sera la situation dans les mois qui vont venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation aujourd'hui chez les banques, elle est un peu critique parce que si on regarde les besoins de liquidité qui sont injectés au niveau du marché de la banque centrale, ça veut dire ce qu'on appelle les opérations d'open market, on est aux alentours de 80-90 milliards par semaine, hein. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin énorme en termes de liquidité. Donc ça, c'est un premier élément très important à prendre en considération. Et je pense que c'est aussi parmi les raisons qui ont fait que la Banque centrale n'a pas augmenté son taux directeur. Deuxièmement, ça c'est très important, ce que vous avez évoqué, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, c'est que la courbe des taux, elle n'a pas cessé de baisser. Donc là, le déplacement de la courbe des taux, depuis, je pense, si je me souviens très très bien, c'est depuis 2015, on avait une courbe des taux qui était en train de baisser. Ça veut dire qu'elle était en train de se déplacer de façon vers le bas. Et aujourd'hui, donc là si j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé en 2012, en 2013, on avait des bons du trésor qui étaient à un taux de 3%. Aujourd'hui, on est à 1,7%. Et donc la courbe des taux continue à baisser. Ce qui fait que le taux d'intérêt, ou le rendement, si je peux parler un peu euh, finance, un peu le rendement de l'épargne, que ce soit pour les déposants, que ce soit aussi pour le crédit, que ce soit aussi pour les bons de trésor ou les actifs, le rendement, il est inférieur, largement inférieur au taux d'inflation. Et donc Le là, taux minimum légal est de 1,05% voilà, c'est ça. Voilà. pour les comptes sur carnet, etc. Voilà. Donc les gens perdent de l'argent à travers Oui, leurs comptes sur carnet, en fait. effectivement. Et donc c'est là où réside un peu le problème de Enfin, l'inflation. perdre de la valeur, perdre en termes de pouvoir d'achat, pas en termes C'est nominal, ça. effectivement. Voilà, c'est ça. En termes réels, ça veut dire que vous êtes en train de gagner en termes nominal, mais en termes réels, en termes de pouvoir d'achat de la monnaie, vous êtes en train de perdre. Ça veut dire après un an, ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'acheter avec le taux qui est rémunéré en termes chez la banque ou chez, je dirais, chez les actifs financiers qui sont sur les marchés. Et donc automatiquement, c'est ça le grand problème de l'inflation. Ça veut dire si nous, on n'a que l'année 2022 où nous aurons l'inflation, l'économie marocaine pourra résister. Mais si on rentre dans une spirale inflationniste pendant 2 ou 3 ou 4 ans, je pense que le plus grand problème, ça sera ici, ça sera au niveau du mismatching auprès des banques. Ça veut dire un peu ce qu'on appelle la problématique de transformation, ce que vous avez appelé tout à l'heure, la rémunération des déposants et des crédits au niveau du bilan bancaire. Et donc là, c'est là où ça sera vraiment très alarmant pour l'économie. Surtout que il faut avoir à la tête une chose, c'est que les créances en souffrance n'ont pas cessé d'augmenter. Et donc là, ça traduit un peu aussi la qualité du crédit qui est octroyé par les banques. Et donc là, Après, il y a eu quand même la parenthèse Covid avec tout l'impact oui, oui, négatif. effectivement. Et donc là, si je résume un peu la chose, je vais dire que premièrement, ils ont le triple problème. Le premier problème, c'est la liquidité. Donc, elle est là. C'est un problème qui devient structurel. Deuxièmement, nous avons un problème des créances en souffrance. Et troisièmement, le rendement, il est en train de baisser par rapport à l'inflation. Et donc là, à quel point les banques pourront résister, on ne sait pas. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra qu'une des politiques réagisse par rapport à ce qui se passe. Surtout qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y a ni d'action au niveau de la politique monétaire, ni action au niveau de la politique budgétaire, ça introduit ce qu'on appelle un certain environnement d'incertitude. Ça veut dire comment vous allez demander aujourd'hui à un investisseur d'aller prendre un crédit, de rentrer dans un projet, sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça veut dire, Et sachant surtout qu'il a l'obligation d'avoir un taux de profit supérieur à l'inflation, ce qui est ah oui, impossible actuellement, qui n'est pas s'il veut que ça possible. marche. Voilà, dans des secteurs particuliers, c'est impossible d'avoir plus de 5% ou plus de 6% de taux de Et profit. dans l'industrie, c'est tout simplement impossible, notamment. Voilà, c'est ça. Et donc là, bon, je dirais, premièrement, ça sera pour les banques, ça sera à la fois une question d'offre et aussi une question de demande. Mm. Aujourd'hui, la question d'offre,
c'est en matière de banque, ils sont vraiment en situation, je dirais, embarrassante, surtout par rapport à leur liquidité à leur disposition. Et en question de demande, ça veut dire les vrais projets d'investissement ne pourront pas se monter dans une conjoncture où il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis l'impact peut-être négatif également, à part la question des crédits, c'est également les placements bancaires au niveau des banques du Trésor, qui aujourd'hui sont des placements à perte. En tout cas pour le très court terme et le moyen terme. Et prendre Voilà. le pari d'acheter des banques du Trésor avec une maturité de 30 ans, c'est un peu risqué aujourd'hui. Donc peut-être que l'État aura également des difficultés à lever des fonds. Parce que les banques font partie des principaux acheteurs des banques du Trésor au Ah Maroc. oui, ben, bon, ça c'est un autre problème. Ça veut dire, si je prends par exemple l'épargne publique qui est gérée normalement par les OPC, ça veut dire les organismes de placement collectif, c'est à peu près aux alentours 2000, je pense 2019, c'était aux alentours de 536 milliards de dirhams. Et donc 70% de ces 536 milliards de dirhams, ça veut dire la moitié du PIB, c'est normalement investi dans les banques du Trésor. À travers plusieurs canaux, ça veut dire c'est les banques, c'est, je Oui, dirais, oui. acteurs. Et donc là, lorsque vous parlez des banques du Trésor, vous parlez d'épargne publique Oui. directement. Et donc là, bon, et là je rejoins la Banque centrale, puisqu'elle n'a pas augmenté le taux directeur, c'était une des raisons. Si elle augmente le taux directeur, ça veut dire que tout l'investissement qui est fait dans les banques du Trésor et sur le marché des banques du Trésor va avoir sa valeur marché qui baisse. Et donc automatiquement, c'est une perte dans les actifs des acteurs, surtout chez les OPC, ça veut dire les organismes de placement collectif, et aussi chez les banques. Et donc là, vous savez très bien que avoir une perte très importante au niveau de l'épargne publique, ça touche pas uniquement le contexte économique, ça touche aussi le contexte social. Parce que c'est quoi l'épargne publique? C'est l'argent des retraites, c'est les cotisations, etc., etc. Et donc, ça va être vraiment, je dirais, ça va faire très très mal pour les Mhm. acteurs ou les investisseurs institutionnels. Alors, dernier élément, et on va clôturer avec ça, la question des petits et des moyens épargnants. Donc, effectivement, aujourd'hui, le compte sur carnet, voilà, ça fonctionne à perte, vu les taux de rémunération. Et vu que le Maroc n'offre pas une forte diversité d'instruments d'épargne, on n'est pas dans un schéma où les gens sont impliqués au niveau de la bourse, où ils peuvent se permettre de placer leur argent dans une logique soit spéculative, soit de long terme. Que peut faire un épargnant moyen? Quelqu'un qui a 50 000 dirhams, 100 000 dirhams, qui voit son pouvoir d'achat grignoter mois après mois par l'inflation, et si jamais ça s'inscrit dans la durée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas les moyens d'investir dans des terrains ou dans l'immobilier, parce que c'est un petit épargnant. Quoi, l'or physique Ça, c'est une question. c'est Normalement, une bon, question voilà, problématique. c'est une question problématique, mais je pense que moi, la question ici qui se pose, c'est en fait que le marché financier marocain n'est pas très développé. Et donc là, ça laisse un peu, je dirais, ça laisse un choix très réduit par rapport aux épargnants. Surtout que si je prends un peu la majorité ce que j'ai dit tout à l'heure, la majorité des investisseurs, ils sont sur le court terme, ils sont sur le marché monétaire. Et donc, sur le marché monétaire, certainement, il n'y a pas de risque parce que vous investissez dans les banques du trésor, dans le certificat de dépôt, dans le titre de créance négociable, mais en parallèle, vous n'avez pas un rendement très élevé. Et donc là, la conjoncture actuelle, avec un taux d'inflation de 5% et avec un certain niveau d'inflation qui pourra aussi grimper, on ne l'espère pas, mais ça va entraîner de façon sine qua non une perte réelle par rapport à tous les épargnants. Maintenant, pour ce petit épargnant, moi je pense que la problématique n'est pas uniquement où est-ce qu'il va mettre son argent, la problématique c'est en fait de parler de la dynamique globale du système financier. Nous avons toujours un système financier qui reste classique. Ça veut dire qu'il est basé sur l'intermédiation, sur les banques, sur les comptes sur carnet, sur un épargne très classique, et on n'a pas vraiment un système financier qui Assurance est... vie, retraite, Voilà, etc. c'est ça. Donc là, le petit épargnant, moi je pense que vous savez une chose, c'est que parfois moi, j'essaie toujours de dire qu'il ne faut pas croire qu'on est dans une économie développée. Ça veut dire qu'on n'a pas les marges de manœuvre d'une économie développée. C'est pour ça que des fois, On n'est pas non plus dans une économie libérale, bon, contrairement à ce qu'on dit. Elle n'est pas surtout tout que, à fait libérale. voilà, surtout que les banques sont très dominantes. Bon, on croit qu'il y a des marchés, mais réellement, ceux qui dominent le marché, ce sont les banques. Et donc, le petit épargnant, pour qu'il soit développé, pour qu'il trouve une marge de manœuvre très importante, il faut que le marché se développe. Et le marché, moi j'entends ici par le marché, c'est le marché boursier. Ça veut dire que c'est lui qui doit être développé. Aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas marcher avec une bourse où il y a en moyenne aux alentours de 70 entreprises. Ça n'a aucun sens. Et Et puis donc, le flottant est très faible et ah les oui, volumes sont très faibles. on n'en parle même pas pour le volume, hein, il ne faut pas parler du volume. On parle capitalisation et on s'arrête là. Donc, Ça devient une vitrine, en fait. C'est une vitrine avec des entreprises capitalisées en il bourse, mais faut, le flottant est très faible. Et... voilà, pour le petit épargnant, il faut développer le marché boursier parce que c'est là où on va pouvoir soit à la fois financer l'économie,
parce que lorsque je parle d'épargne publique qui est drainée directement vers les marchés des banques de trésor ou les marchés des TCL, c'est une perte pour l'économie parce que l'investissement, où est-ce qu'il sera? L'investissement réel pour les entreprises, il est dans le marché boursier. Et vous vous souvenez que normalement, nous dans notre modèle de développement, le nouveau modèle de développement, on veut aller vers une répartition nouvelle, 2 tiers d'investissement privé et 1 tiers d'investissement public. On ne peut pas faire ça. C'est toujours, si on a vraiment cette, je dirais entre guillemets, vous m'excusez pour le terme, si on a toujours cet effet d'éviction par rapport à l'épargne publique, qui est drainé vers vraiment un seul canal. Il faut ouvrir l'épargne publique, il faut développer le marché boursier, et là je pense que tous les épargnants, que ce soit les petits, les moyens et même les grands, vont retrouver leur place. Et même pour les PME et les startups, c'est-à-dire plus on multiplie les canaux de financement, et plus on les met en concurrence et on a des termes de financement beaucoup plus intéressants. Car aujourd'hui, une boîte qui a une idée géniale qui veut commencer, elle est obligée de passer par la case banque. Voilà, Et voilà. la banque ne finance pas malheureusement les idées, elle finance la Moi, sur solvabilité. cette question, c'est Rachid, moi sur cette question, je suis je dirais, je suis très partant avec l'idée du Glass-Steagall. Ça veut dire la Mhm. logique qui a été développée aux États-Unis est une logique très parlante. Il faut que le Maroc revienne à cette logique-là. Il faut qu'on débatte sur ça. Pourquoi ne pas? Séparer la logique d'investissement de Voilà, c'est l'activité de ça. Il crédit et de faut qu'il y dépôt. ait des banques qui sont dédiées à l'investissement, qui vont suivre les PME, qui vont suivre les très petites entreprises, qui vont prendre du risque, qui vont chercher de l'argent et qui vont faire le vrai métier de la banque. Et d'autres banques qui vont être des banques commerciales. Et je pense qu'il y a toute une, je dirais, il faut ouvrir le débat. Pourquoi Mhm. avoir des banques universelles? C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas avoir des banques d'investissement et des banques commerciales et donner l'élan à ce qu'on appelle les très petites et les moyennes entreprises? Moi, je suis dans cette logique-là. Je ne dis pas Mhm. que le modèle américain est le meilleur modèle, mais je dis que Non, c'est mais on une... est d'accord. Enfin, le rôle d'une banque Voilà. privée n'est pas de financer la dette publique, c'est de financer l'économie, le Et non, privé, et non, qui et crée de non, la valeur et qui crée du voilà. PIB. Et non plus tabler son financement sur l'immobilier. Vous savez que Exactement. Enfin, c'est le voilà. tiers des crédits octroyés. Donc, voilà. Donc il faudra Sinon, avoir des banques d'investissement qui vont prendre, qui vont suivre, qui vont chapeauter ou qui vont piloter un peu l'investissement privé et surtout à travers leur expertise en aidant les TPE et les PME. c'est qu'elle est Ferrano, merci infiniment Merci pour infiniment. vos réponses et j'espère qu'on vous reverra très prochainement dans nos locaux, Inch'Allah. Merci infiniment d'avoir suivi cet épisode d'Urgence économique et on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, lundi prochain à midi sur fnh.ma.